Votre santé est votre bien le plus précieux. Si vous souhaitez prendre soin de vous et mieux vivre votre travail, bienvenue dans l'aventure Mon Job en forme. C'est un podcast qui explore toutes les questions d'hygiène de vie et de santé au travail grâce aux conseils d'invités captivants. Un lieu d'échange bienveillant pour s'inspirer des meilleures pratiques. Je m'appelle Aurélien Matt, responsable communication chez Horizon Santé Travail. Plongeons ensemble dans le monde passionnant de la santé au travail. Le cancer du sein est la première cause de décès par cancer chez les femmes en France. Chaque année, des milliers de femmes se retrouvent confrontées à ce diagnostic. Grâce aux avancées de la recherche et à l'amélioration des méthodes de dépistage, les perspectives de guérison ne cessent de s'améliorer. Mais malgré cela, la prévention reste incontournable, tout comme le soutien des femmes touchées, tant sur le plan médical que psychologique. Dans le cadre d'Octobre Rose, mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Alain Toledano, cancérologue, président de l'Institut Raphaël et directeur médical du centre Hartmann. Il est également administrateur de la Ligue contre le cancer 92. Avec lui, nous allons explorer les différentes facettes de cette maladie, des avancées médicales aux enjeux de la prévention, en passant par l'accompagnement des patientes. Bonjour Alain, je suis ravi de t'accueillir. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous dire quels sont les signes précurseurs du cancer du sein que toute femme devrait connaître et surveiller? Alors, merci de cette question parce que c'est la plus importante. Finalement, on fait bien la cancérologie lorsqu'on arrive tôt au stade de diagnostic. Il faut bien imaginer qu'il y a des cancers du sein qui se sentent, qui se touchent, qui se palpent. On sent une boule dans le sein. Mais il y a énormément de cancers du sein qui sont invisibles, qui ne se palpent pas. C'est pour cela qu'on conseille à toutes les femmes, quand elles ont entre 50 et 75 ans, de faire une mammographie de dépistage tous les 2 ans. Et quand il y a des familles à risque, des seins à risque, le gynécologue, le médecin peut demander une mammographie avant l'âge de 50 ans pour arriver à dépister un cancer qui ne se sent pas. D'accord. Ça veut dire qu'il y a des cancers qui ne se sentent pas et s'ils ne se sentent pas, comment on fait pour les identifier? C'est pour cela qu'on fait la mammographie, parce qu'on va voir des images à l'intérieur du sein qui ne se palpent pas à l'extérieur. Maintenant, il est classique aussi de prévenir toutes les femmes. En cas de symptômes de type écoulement au niveau mamelon, rétraction du mamelon, impression de peau d'orange, un ganglion, c'est-à-dire une boule dans l'aisselle, dès qu'il y a quoi que ce soit, on consulte. Ce qui ne veut pas dire que tous les symptômes ou toutes les modifications sont des cancers. Une boule dans le sein, ça peut être un kyste, ça peut être bénin, ce qu'on appelle un fibrome. Mais en tout cas, on explore pour éviter de passer à côté d'un cancer qui se guérit très bien lorsqu'il est diagnostiqué à un stade précoce. Est-ce qu'un cancer du sein fait mal? C'est une très bonne question. Non, la douleur n'est pas associée au cancer. Certaines femmes se disent, comme je n'ai pas mal, c'est pas grave. À l'inverse, certaines femmes se disent « Ah, j'ai mal, donc c'est grave ». Mais en fait, il faut tout de suite penser différemment. On peut avoir une boule dans le sein, un cancer du sein qui ne fait pas du tout mal. Et des fois, on a mal parce qu'on a une surcharge dans un sein qui est fragile sans qu'on ait cancer. D'ailleurs, les femmes, quand elles ont leurs règles, la plupart du temps, elles ont des seins en tension, elles ont des douleurs mammaires. Ce n'est pas grave. D'accord. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque couramment associés au cancer du sein avec des mesures préventives que les femmes peuvent prendre, par exemple, pour réduire ces risques? Quand on parle des facteurs de risque, il faut bien sûr dire à tout le monde qu'on peut avoir aussi un cancer du sein sans qu'il y ait de prédisposition. C'est sûr que si dans une famille, vous avez 4 sœurs qui ont eu un cancer du sein, la 5e sœur, quand elle est surveillée, on va la surveiller de plus près. Donc on a des causes génétiques, il y a des familles à risque. Ça, c'est dans 15% des cas. Alors bien sûr, il y a des facteurs individuels. On sait que si on n'a pas eu d'allaitement, des règles précoces, une ménopause tardive. Mais je crois que ce qu'il faut dire, c'est que depuis quelques années, on s'est aperçu que la pollution augmentait le risque de cancer du sein. C'est 10% des cancers du sein. D'accord. Le tabac augmente le risque de cancer du sein. Des fois, on nous dit, oui, j'ai le cancer du fumeur. C'est quoi le cancer du fumeur? Vous savez que quand on fume, on peut aussi avoir un cancer du sein. D'ailleurs, 17 cancers différents. La vessie, le rein, pas uniquement le cancer du poumon. Donc le tabac, c'est un grand pourvoyeur de cancer, y compris le cancer du sein. Quand les dames nous disent « mais comment je peux faire pour diminuer mon risque d'avoir un cancer du sein ?» Mais elles le disent en fumant. Ben déjà, on va essayer d'arrêter de fumer.
Donc la pollution, vous pouvez malheureusement pas changer l'air dans votre ville. On fasse un travail collectif pour la diminuer. Le tabac, on peut faire quelque chose. La génétique, vous pouvez pas faire. Mais l'obésité, le surpoids, là, on peut travailler sur des mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire l'alimentation, le sport qui est fait de façon régulière. Donc tout ça, ça diminue le risque d'avoir un cancer du sein. D'accord. Malgré cela, certaines femmes ont une bonne hygiène de vie, mangent comme il faut, des fois de façon un peu drastique font des régimes, font du sport. Quand elles ont pas de génétique favorisante, et quand elles ont un cancer du sein, elles culpabilisent. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? On entend souvent ça. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi je suis puni? Et ça peut arriver à tout le monde. Mais c'est sûr que c'est multifactoriel. Il y a de multiples facteurs. On ne les maîtrise pas tous. Mais c'est sûr qu'il y a des conduites à risque, comme le tabac ou le fait de ne pas faire de sport. Et ça, on peut tout de suite dire à tous ceux qui écoutent, faites du sport, faites votre mammographie, essayez de ne pas fumer. Si vous n'y arrivez pas, on vous aide. En tout cas, le capital santé, ça se préserve. Ça se préserve. On parle de la pollution de la nourriture, mais est-ce qu'il y a de la nourriture aussi ou des aliments particuliers qui permettent de prévenir le cancer? Alors, il faut faire la différence entre la prévention des cancers et la prévention des cancers du sein. On n'a pas assez d'études sur le type d'alimentation dans les cancers du sein. Par contre, si on parle d'autres cancers comme les cancers du côlon, etc., là, vous allez parler de la quantité de fibres que vous avalez. On peut manger de la viande, parce qu'il y a des gens qui arrêtent de manger de la viande, mais on peut manger de la viande. Il faut pas le manger 7 jours sur 7. Il y a des quantités. Il y a tout un tas d'éléments nutritionnels sur des cancers plutôt digestifs. En matière de cancérologie du sein, il n'y a pas de régime alimentaire miracle. C'est sûr que si vous avez un régime hypercalorique, que vous êtes obèse et que vous faites pas de sport, là, on a un surrisque. Après, ce qu'on mange, c'est un peu notre culture. Mais en général, en médecine, quand on fait les choses bien, il faut prôner les équilibres de vie et personnaliser et s'adapter à chacun. Est-ce qu'il y a des fausses croyances ou des mythes répandus sur le cancer du sein que tu as l'habitude d'entendre et que tu aimerais démystifier? Est-ce qu'il y a des fausses idées autour du cancer du sein? Alors, si je parle de fausses idées, les gens qui n'avaient pas ces idées, ils vont commencer à les avoir. Donc c'est un peu une arnaque cette question en fait. On va passer à la question suivante. Non, mais l'idée est de dire qu'il y a quand même quelque chose d'important. À partir du moment où ça s'appelle cancer du sein, les gens entendent cancer. Et comme ils entendent cancer, tout de suite on ouvre une case, c'est un peu imagé. Peur de mourir, peur de souffrir. Ma vie est en danger de façon immédiate. Quel que soit finalement le risque. Et donc, la fausse idée, c'est finalement de croire que tous les cancers sont les mêmes. Et on peut guérir d'un cancer du sein quand il est diagnostiqué tôt, avec très peu d'effets secondaires ou pas d'effets secondaires. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, un cancer du sein diagnostiqué précocement se guérit dans 95% des cas dans les 10 ans à venir. D'accord. Et donc, la fausse idée, c'est de rentrer dans une peur panique, même si on peut pas s'en empêcher, c'est pas quelque chose qui est contrôlé, la peur. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous décrire le processus de dépistage du cancer du sein et à quelle fréquence les femmes devraient se faire dépister ou à partir de quel âge? Alors, on sait que les femmes, en général, c'est ce qu'on préconise, sont suivies pendant leur vie génitale, parce qu'elles vont faire des bébés, parce qu'il faut qu'elles fassent des frottis de dépistage pour diminuer le risque de passer à côté d'un cancer du col de l'utérus, parce que le col de l'utérus ne se voit pas et qu'il faut l'examiner. Donc les femmes, quand elles ont la chance d'avoir un gynécologue, elles sont suivies en gynécologie. Les gynécologues leur parlent de la nécessité de palper les seins. On apprend aux femmes l'autopalpation, mais toutes ne veulent pas ou ne savent pas faire. En tout cas, les gynécologues ou les médecins généralistes qui savent très bien faire peuvent être, je dirais, de bons praticiens pour dépister physiquement par le toucher. Maintenant, ça ne remplace pas la fameuse mammographie, qui est une radiographie. On va faire dans un cabinet de radiographie spécialisé avec des appareils qui sont spécifiques pour le sein. Explorer le sein par des radios, ce qu'on appelle la mammographie, il y a plein de techniques nouvelles. C'est tous les 2 ans, encore une fois, c'est le message que les gens doivent entendre, faire un examen de mammographie systématiquement, même si on vit normalement, même s'il n'y a pas de symptômes, même si on se sent très bien. Tous les 2 ans à partir de... Et on dit ça parce qu'en France, on a de la chance. Le dépistage du cancer du sein est pris en charge par la sécurité sociale, mais on a plus de 50% des femmes qui ne le font pas.
Et c'est tous les 2 ans à partir de quel âge? De 50 ans à 75 ans. D'accord. Et dans les situations à risque, on peut le faire parfois tous les ans ou parfois avant 50 ans. D'accord. Et souvent après 75 ans, parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes de 80 ans qui ont un vieillissement harmonieux, qui se portent très bien, qui ont une espérance de vie à plus de 100 ans. Donc, il faut faire attention à ne pas élargir les recommandations sans avoir les études, mais il faut aussi en médecine pouvoir individualiser l'approche. Prise en charge précocement, c'était très bien pris en charge. Il y a eu des progrès réalisés dans le traitement du cancer du sein de nos jours. Quels sont ces progrès? Quelle est la tendance par rapport à ces dernières années? Les progrès dans le traitement, on va reformuler en disant les progrès dans les traitements. D'accord. Parce qu'on a parlé du dépistage avec les progrès de l'imagerie et de la détection précoce, mammographie, échographie, IRM du sein, pour ceux qui sont sensibles à ça. Mais on a aussi des progrès dans les traitements. Alors on va les prendre un par un, ces traitements. D'abord la chirurgie. Autrefois, il y a longtemps, on enlevait systématiquement le sein, même les muscles. Alors, j'ai pas envie d'aller plus loin parce que l'image mentale est dure, mais on s'est aperçu qu'on pouvait être moins délabrant, qu'on pouvait même conserver le sein. Lorsque le cancer du sein est diagnostiqué à un stade précoce, alors on peut conserver le sein et on peut faire ce qu'on appelle une tumorectomie. On enlève juste le nodule, la tumeur, avec ce qu'on appelle des marges de sécurité autour. Souvent, on prélève un ganglion en dessous les selles pour voir s'il est touché, si la tumeur a migré au ganglion. Et quand on conserve le sein, systématiquement, on a des techniques qu'on appelle de la radiothérapie. C'est des rayons transparents qui ne font pas mal. C'est une énergie qu'on délivre sur le sein pour diminuer le risque que la maladie ne revienne dans le sein. Donc que ce soit en chirurgie ou en radiothérapie, on a fait des progrès. D'abord en chirurgie, au lieu d'enlever de façon large un volume de sein, on sait enlever de façon plus fine, on sait faire un remodelage de la glande pour éviter d'abîmer le sein, qu'il y ait de la rétraction du mamelon, qu'il y ait une perte de substance, abîmer le décolleté, savoir où positionner la cicatrice. Au lieu d'enlever tous les ganglions, enlever les ganglions de façon ciblée, ce qu'on appelle le ganglion sentinelle. Donc je pourrais vous parler effectivement des progrès en chirurgie qui sont majeurs. En radiothérapie, là aussi, derrière le sein gauche, il y a le cœur, derrière le sein gauche et le sein droit, il y a le poumon. Mais on sait aujourd'hui irradier le sein en préservant tous les organes de voisinage, en évitant d'irriter la peau, en délivrant des centaines de faisceaux de radiothérapie avec des techniques sculptées sur mesure pour avoir un traitement avec un joli résultat esthétique et efficace qui diminue le risque de rechute. Mettons une chirurgie seule avec un risque de rechute de cancer du sein, disons de 25 à 30%. Quand on fait la radiothérapie, on passe à moins de 5%. Ça dépend des cas, il y a des situations plus embêtantes. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a des traitements très efficaces qui permettent aux femmes de garder une image de soi, une belle image de soi, une sexualité, la confiance en soi, éviter les mutilations. Malheureusement, quand on a plusieurs nodules dans le sein, quand le cancer est de très grande taille ou plus agressif, on est obligé d'enlever le sein. Des fois, des maladies de stade précoce, mais qui aiment bien diffuser sur le plan géographique dans tout le sein, on enlève le sein. Mais on sait faire de la reconstruction mammaire. On a fait des progrès en chirurgie plastique, les prothèses, ce qu'on appelle les lambeaux musculaires, les injections de graisse. Et on sait faire de la radiothérapie avec des prothèses sur des lambeaux. Donc vous voyez, c'est pas la peine de rentrer dans le détail pour le tout venant. Néanmoins, vous avez une idée de tout ce qui a été fait comme progrès sur le plan des traitements locaux. Maintenant, si on parle des traitements médicaux, les médicaments, tout le monde a entendu et a peur de la chimiothérapie, celle qui peut faire perdre les cheveux qui repoussent, soit dit en passant. Mais aujourd'hui, si on diagnostique le cancer du sein à stade précoce, on va pouvoir de plus en plus se passer de chimiothérapie. Chez beaucoup de femmes, on ne perd pas les cheveux. Et si on fait de la chimiothérapie, on sait faire en sorte qu'il y ait le moins de nausées possible, qu'il n'y ait pas d'infection, parce qu'on peut donner des vitamines pour booster l'immunité. On peut encadrer tout ça. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les hormonothérapies. C'est des traitements anti-hormones qui sont des comprimés qu'on donne chaque jour pendant plusieurs années, 5 ans, 10 ans, pour diminuer le taux d'hormones de la femme, les oestrogènes, la progestérone, parce que les 3/4 des cancers du sein sont sensibles aux hormones. Donc, en diminuant le taux d'hormones, on diminue le risque de rechute de cancer du sein. Ces médicaments peuvent être très bien tolérés,
mais peuvent donner des bouffées de chaleur, des douleurs articulaires, des sécheresses vaginales. Il y a beaucoup de femmes qui sont gênées par les effets secondaires des antihormones. Et c'est pour ça qu'on va pas parler que du traitement des cancers, tout ce qu'on sait. Il faut aussi parler des traitements des effets secondaires qui ont progressé. Une sécheresse vaginale, quand on fait ce qu'on appelle la radiofréquence vaginale, va stimuler le vagin pour refabriquer cette lubrification qui permet aux femmes d'avoir une vie sexuelle malgré un traitement d'hormonothérapie bien conduit. Donc on peut préserver le sein, le reconstruire, ne pas abîmer la peau, éviter les nausées, éviter les infections, améliorer la sexualité, travailler sur les douleurs articulaires, d'une façon ou d'une autre, reprendre le sport, se sentir bien, mieux gérer son alimentation, être accompagné. C'est pour ça que la Ligue contre le cancer du 92, par exemple, est là. Parce qu'aujourd'hui, l'accompagnement des femmes fait partie du traitement. Ce n'est pas une alternative, ce n'est pas un complément. Il est obligatoire d'intégrer en médecine cet accompagnement global. Alors c'est une excellente transition parce que les femmes qui ont été touchées d'un cancer du sein, elles rencontrent aussi des défis importants quand elles reviennent au travail. Comment les accompagner par rapport à ce retour au travail? Excellente question, dans la mesure où on sait qu'une personne sur 3 en général quitte ou perd son travail dans les 2 ans après le diagnostic de cancer du sein. Et lorsqu'on regarde une étude française qui a été réalisée sur près de 5000 patientes, on se rend compte qu'après 5 ans, il y a encore 20% des patientes qui ont l'âge de travailler, qui ne sont pas retournées travailler. Et on se rend compte que 50% des femmes se disent que le cancer a détruit leur vie, qu'à 5 ans, il y a encore 2/3 des femmes qui ont des effets secondaires gênants. Donc le travail n'est pas fini après le diagnostic et après le traitement. Alors le travail, c'est aussi la vie sociale. Mais si votre travail vous plaisait avant, on a envie d'y retourner. Quand on s'est un peu occupé de soi, quand on a retrouvé ses propres équilibres. Si vous plaisez pas avant, c'est difficile de se rajouter la charge des effets secondaires des traitements, de la pression mentale, de la peur de rechute et de retourner au combat. Alors, il y a des accompagnements, il y a des aménagements de poste, il y a une médecine du travail de grande qualité qui est formée à ça, qui permet justement d'aménager les postes, de faire du travail à temps partiel. Il y a une protection sociale. Le droit a évolué. Les mentalités ont évolué en entreprise. Une entreprise qui autrefois était axée uniquement sur la performance doit travailler pour le bien-être et la santé au travail de ses employés. Mais quand on voit que le boss s'occupe bien de notre collègue qui a eu un cancer du sein, ça va nous faire redoubler d'efforts parce qu'on se dit l'entreprise est vertueuse. C'est un message fort. Il y a aussi des nouveaux managements en entreprise. C'est pas la peine d'ostraciser, de mettre dans un placard quelqu'un qui a une fragilité transitoire d'un cancer qui va guérir, cancer qu'il n'a pas choisi. Si on sait intégrer en entreprise les plus fragiles, alors par les systèmes de solidarité, on va avoir de meilleurs résultats. Et puis il faut se dire que ceux qui ont eu un cancer, ils l'ont vaincu. Souvent, ils reviennent avec d'autres qualités au travail. Ils vont être plus performants pour la plupart, mais il faut leur laisser leur chance. Donc il faut arrêter de ces sujets tabous. Il faut parler du cancer en entreprise, il faut accompagner les gens pour une réinsertion professionnelle. C'est pas après 1 an d'absence, 6 mois, on revient au travail, on a les mêmes tâches, personne ne nous parle. Finalement, on nous regarde à peine. Il y a un sentiment d'isolement. Il y a beaucoup de déprime et de dépression parce qu'on ne sait pas se parler, on ne sait pas accompagner. Et on a peut-être peur aussi d'une maladresse ou d'être intrusif. Comment aider quelqu'un, un proche, un collègue qui est atteint d'un cancer et comment l'aider, l'accompagner, peut-être le rassurer, lui parler sans maladresse, en trouvant les mots justes. Comment faire? Parce que c'est aussi une crainte de mal faire ou peut-être d'ajouter à l'anxiété. C'est une vraie question, mais on va un peu extrapoler. Si votre voisin a perdu son père de 90 ans, si votre haute voisine a perdu son travail, à chaque fois que quelqu'un a eu un coup dur, soit on ignore, soit on se positionne pour essayer d'avoir des mots gentils. C'est vrai que l'entourage, beaucoup, va transférer ses propres peurs sur celui qui souffre. Ah, t'as eu un cancer? Ah bon? Ah ben moi aussi j'ai une boule de sein, j'espère que c'en est pas un. Enfin, la personne en face, elle va pas te remonter le moral et entendre tes peurs, alors que tu es censé lui apporter quelque chose. Et puis elle confronte elle-même. Donc il y a une manière d'aller vers l'autre. On va donner une oreille, une écoute, un mot gentil, ou simplement une présence, un sourire, un geste. Voilà, un geste courtois. On tient la main, on offre un café.
On dit à quelqu'un qu'on est là pour lui. Et puis si on engage la conversation, si on est intime, s'il y a des besoins spécifiques, il faut savoir dire je sais pas, mais il faut savoir écouter, parler, demander, orienter. C'était la fin du podcast. Merci beaucoup pour toutes tes réponses, Alain. C'était passionnant, très clair, très intéressant. Merci beaucoup. Avec plaisir. À très bientôt pour un prochain épisode. Faites-vous dépister. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous sur votre plateforme préférée et laissez-nous une note de 5 étoiles ou un commentaire. Ça nous aide beaucoup pour porter les questions de santé au travail. Retrouvez-nous également sur LinkedIn et Instagram. À très bientôt.